Mesdames et messieurs, merci de nous écouter sur iRadio, merci de nous suivre sur iTV. Bienvenue dans le jury du dimanche. Le JDD reçoit ce dimanche 26 octobre 2025 Maître El Hadj Amadou Sall, avocat, vice-président du Parti des libéraux et démocrates. Maître, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Alors, Maître, nous démarrons avec cette convocation d'abord de Pape Malick Ndour, ancien ministre de la Jeunesse, coordinateur des cadres républicains de l'Alliance pour la République, convoqué, puis donc placé en garde à vue pour avant 22 heures, libéré. Finalement, on s'interroge ou on se demande qu'est-ce qui s'est réellement passé. Oui, nous-mêmes, nous interrogeons sur le caractère particulièrement ubuesque de la convocation, le caractère, j'allais dire, étonnant des questions qui lui ont été posées et un dénouement, j'allais dire, spectaculaire et qui jette le trouble sur le sérieux de cette opération. De quoi s'est-il agi? Des choses très simples. Il y a eu une marche, une manifestation de soutien à Farba Ngom, au cours de laquelle Pape Malick Ndour, en sa qualité d'homme politique, appelle les gens à renverser le gouvernement. Il n'y a rien de particulier, il n'y a rien d'étonnant, il n'y a rien de nouveau. Oui, le rôle d'une opposition, c'est de renverser un gouvernement par les voies démocratiques. Bien sûr. Par la motion de censure si c'est possible, mais aussi par la manifestation pacifique, parce qu'une manifestation pacifique qui exprime la colère des populations exaspérées par un pouvoir d'achat, je veux dire, complètement inexistant, naturellement, ça pousse un gouvernement à la démission. Et il dit on fait un gouvernement de transition. Pour ça, seulement pour ça, et rien que pour ça, il est poursuivi pour trouble à l'ordre public, acte et manœuvre de nature à jeter le discrédit sur le fonctionnement des institutions de la République, atteinte au moral de l'armée, atteinte au moral de la population, attentat contre la République. À la limite, dans un système normal, s'il y avait la peine de mort, c'est un crime passible de la peine de mort. Et aujourd'hui, c'est passible j'allais dire, de peines criminelles qui vont jusqu'à la perpétuité. Oui. Rien que pour ça. Ils se sont rendus compte, un, que c'est ridicule, mais deuxièmement, c'est le contexte. Le contexte où les Nations Unies sont là, discutent et tous les, j'allais dire, les regards sont fixés sur le Sénégal, où on discute avec l'ensemble du système des Nations Unies pour voir comment on transfère tous les systèmes à Diamniadio, pendant que le FMI est sur place pour discuter avec le gouvernement sur tel ou tel, pendant que nous voulons avoir des eurobonds. Ce n'est pas en ce moment-là qu'on fait preuve d'un laxisme sur les libertés aussi idiot, j'allais dire. Et naturellement, ils se sont rendus compte que ça ne peut se terminer que par un pchit. Oui. Et naturellement, ils l'ont toute honte bu, ils l'ont laissé partir. Mais je tiens à dire, en tant qu'avocat, on en a assez de piétinement. Ce n'est même pas une violation, c'est le piétinement des droits de l'homme. Pour un oui ou pour un non, on prend de l'opposant, on casse de l'opposant, on utilise, et je pèse mes mots, la complicité du parquet pour prendre les gens. Certains, pour les empêcher de parler, on ouvre une information judiciaire et on les garde en prison pendant 6 mois, 8 mois, 9 mois, au bout desquels on les interroge pour les garder à nouveau en prison à peu près 1 an avant de les juger. Pour d'autres, parce qu'ils n'ont pas le choix, ils vont au flagrant délit. Mais qu'ils sachent que autant le procureur a l'initiative de poursuite, mais qu'ils se le tiennent pour dit. Œil pour œil, dent pour dent sur ces questions. Chaque fois qu'une personne sera arrêtée pour ses propos, l'opposition a décidé aussi, dans une certaine mesure, parce que c'est une voie qui lui est ouverte et on y réfléchira en tant qu'avocat, de faire des citations directes aussi
si de l'autre côté on fait les mêmes déclarations. Et ceci n'aura qu'une conséquence, le discrédit de la justice. On ne peut pas porter le débat devant la justice. Ça le discrédite. Et il appartient à ceux qui exercent le pouvoir, parce qu'ils en ont fait le serment, de veiller au bon fonctionnement des institutions et au respect dû à la justice. Mais cette instrumentalisation de la justice par la judiciarisation du débat politique, évidemment, ça porte atteinte à sa crédibilité. Bon, puisque c'est le pouvoir qui porte atteinte à la crédibilité de la justice, puisque là aussi, il faut qu'on ait le courage de le dire, la justice condamne. Tant qu'à condamner, condamnons tout le monde. Finalement, qu'est-ce qui a été retenu contre Pape Malick Ndour? Il est libre de tout mouvement ou les sages sont maintenus? Je ne sais pas. La seule chose que je sais, et c'est encore une honte, on l'a laissé partir. Il est chez lui. Est-ce que c'est l'arrêt des poursuites? J'espère que c'est l'arrêt des poursuites. Bon, parce que c'est ça qui serait juste. Est-ce que simplement, bon, c'est la levée d'une mesure de garde à vue et devant le tollé que ça suscite tant il y a une exagération des reproches qui lui sont faits? Je n'en sais rien. J'attends de voir. Et de toutes les façons, Pape Malick Ndour est un homme politique. Il s'est préparé à tout. Quand il y allait, il avait déjà pris son petit baluchon et il savait qu'il allait y rester. Et pour l'occasion, je raconte ce qui s'est passé parce que ça nous heurte. On le convoque un vendredi. Comme si c'était un kidam, comme n'importe quel kidam qui allait fuir ses responsabilités. Nous-mêmes, par l'intermédiaire d'un des nôtres, Maître Oumar Youm, nous avons appelé qui de droit parmi les enquêteurs pour dire écoutez, c'est vendredi, laissez-nous venir lundi. Oui. Ils ont refusé systématiquement, parlant de l'urgence et du trouble grave qu'il y a eu porté à l'ordre public. On le convoque pour le laisser partir. Donc le trouble à l'ordre public, c'est faux. C'était un stratagème. Et moi, je dis une chose, et je le dis le cœur serré, le cœur gros, meurtri. L'État, la République du Sénégal, n'a pas le droit de se comporter de cette façon avec ses propres citoyens. Des guet-apens, des pièges, comme disent les Wolofs, Gassal Kamb. Un pays, un État n'a pas le droit de se comporter comme ça avec ses citoyens. Avec les citoyens, c'est le respect, c'est la transparence, c'est la bonne gouvernance. Et j'allais dire la délicatesse. Toutes choses qui manquent à notre gouvernement. Donc si je comprends, Pape Malick Ndour est rentré. Est-ce qu'il est rentré avec une notification ou il est rentré tout bonnement ou c'est le flou total autour de cette question? Pour le moment, je ne sais pas. Je suis incapable de répondre à cette question. Je sais seulement qu'il est rentré chez lui. Oui. Alors, au-delà de la convocation, vous l'avez brossé, ces déclarations, vous l'avez dit, certes sont politiques, mais sont quand même graves quand on appelle peut-être à mettre en place un gouvernement de transition. Vous ne pensez pas? Oui, absolument pas. Où est le problème? Mais moi, en tant qu'homme politique, et je pense que c'est le projet de tous les hommes politiques de l'opposition, c'est de renverser ce gouvernement. L'opposition estime que c'est un gouvernement incompétent, c'est un gouvernement d'ignorants, c'est un gouvernement dangereux, c'est un gouvernement liberticide, c'est un gouvernement économicide, c'est un gouvernement qui appauvrit les Sénégalais. Ce gouvernement, il faut le renverser. Mais par la voie légale? Mais évidemment. La voie légale, c'est la voie légale par l'Assemblée nationale. Si l'opposition parvient à avoir une majorité, c'est peu probable. Si ce n'est pas ça, c'est la manifestation pacifique. Si les Sénégalais, dans une démarche pacifique et démocratique, occupent la rue en disant nous ne voulons plus de ce gouvernement, évidemment, il va démissionner. Et en ce moment-là, on propose, l'opposition a le droit, en ce moment-là, de proposer un gouvernement de transition. Donc, demander le renversement démocratique d'un gouvernement, évidemment, ça fait partie des prérogatives de l'opposition. Il n'y a rien de grave. Oui. Alors, parlons des convocations. Au-delà même de Pape Malick Ndour, il y a eu d'autres anciens dignitaires de l'ancien régime qui ont été convoqués.
Il y a eu même des chroniqueurs également qui ont été convoqués. Certains d'entre eux se sont retrouvés en prison. Ces multiples convocations ou même arrestations, j'allais dire, est-ce qu'aujourd'hui, le régime en place ne fait pas moins ou ne fait pas n'est pas en train de faire la même chose, disons, que ce qu'on reprochait à l'ancien régime par rapport au recul des droits et libertés au Sénégal? Vous savez, sur l'ancien régime, moi j'ai un double regard. Oui. J'ai été opposant à cet ancien régime. Et lorsque j'étais opposant radical. Et j'ai fustigé tout ce qui avait trait à la violation des droits et des libertés. J'ai été avec eux à un moment donné de ma vie. Ce que nous avons reproché à l'ancien régime, c'est entre autres, ce que les Sénégalais lui ont reproché, c'est entre autres raisons, les causes de sa chute. Oui. Parce que les Sénégalais ne lui ont pas fait confiance. En tout cas, pas renouveler la confiance. Par conséquent, l'ancien régime, laissons de l'autre côté, il a été suffisamment sanctionné pour l'ensemble de ce qu'il a fait, oui, de bien comme de moins bien. Ils ont été sanctionnés, mais ils ont été sanctionnés surtout pour ce qui a été moins bien. Ce n'est pas parce qu'ils l'ont fait sanctionner que aussi ils vont le faire. S'ils le font, ils seront sanctionnés. Donc, ne faisons pas le concours, j'allais dire, de bêtises. Qui est le plus bête? Si c'est ça, le sort que les gouvernements réservent à la démocratie et au peuple, alors en ce moment-là, ça ne vaudra plus la peine. Je dis non, on ne procède pas comme ça. Il y a des règles, il y a la loi, respectons la loi, point, et c'est tout. Nous ne pouvons pas accepter que le débat politique se judiciarise. Nous ne pouvons pas accepter qu'une chape de plomb interdise aux gens de s'exprimer et d'être irrévérencieux. L'irrévérence aussi fait partie des droits des gens. J'ai le droit, moi, d'être irrévérencieux, y compris à l'endroit du président de la République. La seule chose qu'on me demande, c'est le respect. Je peux le respecter tout en étant dans l'irrévérence. Et je ne parle pas de l'irrévérence. L'irrévérence n'est pas acceptée, on peut encore en discuter. Aucune contradiction n'est acceptée, aucune critique n'est acceptée. Oui. Alors on ne peut pas continuer ainsi. Toute personne qui critique se retrouve en prison. Cela veut dire d'abord que c'est un régime, comme je dis, ça je m'adresse au régime, pas seulement au gouvernement, liberticide. Peureux. Qui a peur. Qui a peur, ah oui, qui a peur. Oui. Parce que c'est les emprisonnements intempestifs constituent simplement l'expression d'une crainte, l'expression d'une peur devant la vérité. C'est-à-dire avoir peur de la vérité. C'est ça que ça veut dire. Et ça, quand même, ça inquiète par rapport au parcours, tout le parcours de notre pays qui est arrivé, j'allais dire, presque à une certaine forme de maturité démocratique. Et cette maturité démocratique, ce sont ces acquis démocratiques qui sont aujourd'hui remis en cause. Oui. Je le disais tout à l'heure, le fait de judiciariser le débat politique discrédite la justice. Et si l'opposition décide de faire comme le pouvoir, si l'opposition décide de faire comme le procureur de Dakar, parce que c'est le procureur de Dakar aujourd'hui qui nous pose problème, il nous pose un gros problème, même tousser très fort, est une occasion pour lui de poursuivre. J'ai le plus grand respect pour l'homme, et il le sait, mais j'ai des craintes pour ses actions. Et il a l'initiative de poursuite. Admettons que l'opposition fasse comme lui, que tout homme du pouvoir qui critique l'opposition se voit signifier une citation directe devant le tribunal, on va se retrouver dans des démarches croisées, dans des procédures croisées. Qu'est-ce qu'il va faire en ce moment-là? Il va se retrouver dans une sale situation. Parce qu'il ne peut pas, dans ces conditions-là, dire « je requiers la peine pour les opposants, je ferme les yeux pour les gens du pouvoir ». Donc, alors, ça discrédite le parquet, ça discrédite la justice, ça suffit. La justice doit donc se retirer de l'espace politique, laisser les politiques
disons, laisser l'espace? Non, la justice, à chaque fois qu'on lui pose un problème, qu'on lui amène quelqu'un, elle est obligée de juger. Oui. Ce sont les politiques, oui. qu'ils soient du pouvoir comme de l'opposition, qui doivent s'abstenir de régler leurs problèmes devant la justice. Oui. Ce sont les politiques. Il appartient aux politiques. Mais il appartient surtout aux hommes du pouvoir d'éviter cela. Parce que, je suis désolé, mais le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a fait le serment de veiller au bon fonctionnement de la justice. Veiller au bon fonctionnement de la justice, c'est veiller à ce que la justice ne marche pas sur des béquilles avec un seul pied. Parce que là, ça devient grave. Marcher sur un seul pied, oui. C'est ne juger que les opposants. Et si on parle également de la justice, avant d'en arriver aux autres questions, les assises de la justice, ou les conclusions même des assises de la justice ont été remises au président de la République il y a un an de cela. L'application, on attend encore. Vous pensez que la mise en œuvre ou l'application des assises de la justice feront peut-être ou vont amener une petite touche qui pourrait peut-être changer un petit peu le fonctionnement de l'institution judiciaire? Moi, je suis comme Saint Thomas, je ne crois qu'à ce que je vois. Oui. Et pour ce que je vois, il n'y a rien, je suis presque aveugle. Mais par rapport aux je suis aveugle non pas parce que mes yeux sont fermés, mes yeux sont grands, ouverts, oui. Mais ne vois rien. J'étais aux assises de la justice, j'ai participé aux travaux, j'ai donné mon point de vue sur un certain nombre de questions. Oui. Les décisions ont été prises, des recommandations ont été faites. Oui. Rien. Pour le moment, rien. Mais si l'on applique ces conclusions-là, il y a espoir? Si on applique ces conclusions, il y a un élément qui sera essentiel, oui. C'est la suppression d'un certain nombre de procédures, notamment la suppression de la toute-puissance du parquet et du juge d'instruction. Le parquet requiert, le juge d'instruction instruit, et le juge de liberté veille oui. À la liberté des uns et des autres. La seule chose qu'on attend, c'est que le juge de liberté puisse être nommé dans des conditions qui lui assurent une totale indépendance. Oui. Si c'est fait, c'est très bien. Oui. Mais pour le moment, rien n'est fait. Ceux qui sont là s'accommodent des dérives que leur donne le code pénal et le code de procédure pénale. Et ces dérives sont connues. C'est l'article 80, c'est la toute-puissance du procureur qui poursuit à tout vent, parfois en totale complicité avec le pouvoir, parce qu'il y a le lien ombilical avec oui. Le ministère de la Justice. Il suffit d'avoir un ministre de la Justice très liberticide, comme ça semble être le cas aujourd'hui, pour que le parquet, dans une démarche, j'allais dire, d'obéissance, ce que la loi lui permet, devient totalement liberticide. Il faut arrêter ça. Oui. Sans pour autant mettre en cause le lien entre le parquet et la chancellerie. Je fais partie, personnellement, de ceux qui pensent que ce serait une erreur aujourd'hui de couper ces liens, de les séparer. D'accord? Bon, mais en attendant, la seule chose qu'on demande au procureur, c'est d'être intelligent aussi et d'être indépendant. Alors, l'actualité, c'est également cette histoire de dette cachée. On a récemment vu, vous faites partie du pôle d'avocats de l'ancien président Macky Sall. Vous avez tenu une conférence vous avez tenu une conférence de presse récemment pour réfuter ces allégations. On se demande également, est-ce qu'il y avait urgence aujourd'hui de la part des avocats de l'ancien président de tenir une conférence, d'apporter des éclaircissements, étant donné, vous l'aviez vous-même dit, aucune procédure judiciaire n'a été déclenchée ou enclenchée contre sa personne? Oui, non, il ne s'agit pas de procédure judiciaire contre le président Macky Sall. Je ne pense pas aujourd'hui qu'il soit possible d'ailleurs de le faire. Mais ça, c'est un autre débat. C'est un autre débat, c'est un débat purement politicien. Oui. Il reste simplement que des accusations sont formulées depuis un certain temps. Et à ces accusations se mêlent à la fois la mauvaise foi et la méchanceté. Et aussi les respects. Parce que lorsqu'on dit que le président Macky Sall a menti aux Sénégalais, c'est le terme utilisé, a menti aux Sénégalais en faisant de fausses déclarations. On fait preuve à la fois d'ignorance,
et d'irrespect. Et les deux, venant de certaines personnalités, sont inacceptables. De quoi s'est-il agi? Il y a quand même malgré tout la législation sénégalaise qui permet et qui autorise d'ailleurs et qui oblige à gérer la question de la dette. Oui. C'est des finances publiques. C'est une loi. Et qui dit, voilà comment on calcule la dette. La dette a été calculée. On peut ne pas être d'accord sur la méthode de calcul, mais on ne peut pas dire qu'il y a la dette qui est cachée. Parce qu'une dette qui est cachée, c'est impossible, comme l'a dit le président Macky Sall. D'abord, par des déclarations à l'emporte-pièce, nous avons mis notre pays en difficulté. Parce que par nos déclarations, nous avons aggravé notre situation économique. Oui. Sous le fallacieux prétexte de faire preuve de transparence. Ce n'est pas de la transparence, c'est de l'ignorance. Et l'on dit que la dette est cachée, ça a été révélé à la suite d'une inspection de l'inspection générale des finances. Oui. C'est très bien, mais bravo. Vive l'inspection générale des finances qui, pour une fois, a fait preuve d'intelligence et de courage bon, pour arriver à ce résultat. Si tant est que c'est le cas. Oui. OK? On dit maintenant, où est ce rapport? Oui. Ce rapport n'est pas connu. Vous avez écrit pour... Oui, ça a été fait. Oui, rien. Rien. Mais au-delà de, même si on n'avait pas écrit, c'est un rapport public, oui. Ce rapport doit être publié. Tout à fait. Pour que nul n'en ignore. C'est la loi, c'est la Constitution du Sénégal qui proclame son attachement à la transparence et à la bonne gouvernance. Oui. La transparence et la bonne gouvernance sont des principes constitutionnels. Il y a le droit à l'information inscrit dans la Constitution. Et il y a à peine 1 mois, 2 mois, on a voté une loi pour l'accès, le libre accès à l'information et aux documents. Par conséquent, les Sénégalais, chaque Sénégalais a le droit d'accéder à ce document. Ce document est caché. Mais laissons le document de côté, laissons la dette cachée de côté. Oui. On dit qu'il y a une dette qui a été cachée. C'est très bien. Première question. Où a-t-elle été cachée? Qui l'a cachée? Combien s'élève-t-elle? Oui. Comment ils l'ont retrouvée? Mais ça, on a un droit de le savoir. Oui. Aucun Sénégalais aujourd'hui, à part ceux qui parlent, ne sait à combien s'élève la dette cachée. Personne ne sait où est-ce qu'elle a été cachée. Mais on avance des chiffres, c'est facile. Milliards. Vous savez, je vais vous annoncer une chose. Oui. J'ai des parents en Mauritanie. Savez-vous que j'ai un énorme troupeau de chameaux en Mauritanie? Ah ouais. C'est facile ça. Ah ouais. C'est ce qu'ils nous font. C'est ce qu'ils nous font. Oui. Il y a une dette, elle est énorme. Oui. C'est facile de l'affirmer. Oui. Apportez-en la preuve. Ils en sont incapables. Mais plus grave, il y a ça, il y a le pré-rapport de la Cour des comptes, oui. Que personne n'a vu. Il n'est pas disponible? Non. Vous avez également écrit à la Cour? Aucune réponse. Aucune réponse. Oui. Il y a le rapport Mazars. Forvis, oui, le cabinet. Voilà, qui est là. Mais encore une fois, on demande à un cabinet étranger de venir faire un audit de non-finance. Je dis bien de non-finance publiques. Oui. Ce ne sont pas les finances du président de la République, ce ne sont pas les finances du Premier ministre, ce ne sont pas les finances du président de l'Assemblée nationale, ce ne sont pas non plus les finances du ministère des Finances. Ce sont les finances du Sénégal, des Sénégalais. Ils ont fait cet audit de notre argent. C'est tout à fait normal que nous, Sénégalais, qu'on dise quelle est la conclusion de ce rapport. On le cite à longueur de champ. Oui. On en donne parfois quelques bribes, mais nous, on n'a pas besoin de bribes. Parce que les bribes, c'est de la manipulation. On ne sort que ce qu'on veut sortir, qu'on nous jette à la figure pour nous manipuler. Oui. On dit ça suffit, nous, on veut le rapport. Oui. Donc quand on n'a pas ça, pour quelle raison on va dire qu'il y a une dette cachée? Et je vais plus loin. La dette, elle est cachée à qui? Parce qu'une dette, quand il y a dette, il y a des créanciers. Oui. Il y a des créanciers. Les créanciers sont connus. Comment on peut
cacher une dette à un créancier. Mais le débat, c'est également que cette dette-là n'a pas été comptabilisée, par exemple, n'a pas été remise sur les calculs qu'il faudrait mettre et remettre ça aux partenaires du Sénégal. C'est de la blague. Elle a été, entre guillemets, isolée, disons. C'est un mensonge d'État. Oui. C'est un mensonge d'État parce que pour qu'on puisse donner crédit à ce mensonge d'État, faudrait-il d'abord qu'on vienne nous dire, voici la dette qui a été cachée. Qui a été cachée au FMI. Si on n'est pas capable de nous dire, voici la dette qui a été cachée, simplement en disant une dette a été cachée, ça fait tant, on l'augmente, et pour augmenter le ratio de la dette sur le PIB et donc nous mettre en difficulté, c'est ça qui a été fait. Mais nous, on voit les détails, parce que c'est nous qui payons. Oui. Si c'est les personnalités que j'ai citées qui payent, le président de l'Assemblée, le Premier ministre, le ministre des Finances, si c'est eux qui payent, il n'y a pas de souci. Nous, on s'en lave les mains. C'est eux qui payent, mais c'est nous qui payons. Oui. À partir du moment où c'est nous qui payons commande. Donc, puisque c'est nous qui payons, nous avons le droit de leur dire, si vous ne nous dites pas quelle est la consistance de cette dette cachée, comment elle est cachée et quelle est juste cette dette, nous sommes en droit de dire que c'est un mensonge d'État. Oui. La réaction du FMI dans ce dossier, nous avons tous suivi la déclaration de la directrice générale du FMI, parle également de cette dette cachée. Est-ce que vous, après les cabinets, après la Cour des comptes, après l'inspection générale des finances, est-ce que vous êtes également rapproché du FMI pour le dire? On a écrit, disons. Qu'est-ce qui s'est passé? Non, moi je n'ai pas écrit, c'est l'APR qui a écrit et le FMI leur a dit qu'ils vont discuter. Oui. Mais le FMI n'a jamais dit qu'il y avait une dette cachée. Le FMI parle de misreporting. Oui. Le misreporting, c'est un déficit de report, report, oui. Un mauvais report, un manque de report. Mais il ne parle pas de ça. Oui. Parce qu'il profite de ce que, répondant à une question d'un journaliste et reprenant les termes du journaliste, la directrice a parlé de hiding debt, parce qu'on lui a posé la question sur la dette cachée. Et il dit, voilà ce que je réponds sur la dette cachée par rapport à la question. Mais vous ne verrez dans aucun document, je dis bien aucun document du FMI où on parle de dette cachée. Il parle de misreporting. Le misreporting, c'est quoi? C'est une question de report. C'est-à-dire, est-ce que je donne toujours le cas? Parce que la dette, il y a une dette publique qui n'est pas contestée. C'est la dette qui a été contractée pour la construction de terre, la dette qui a été contractée pour la construction d'hôpitaux, pour la construction de routes, qui est là. Il n'y a pas de contestation sur cette dette. Oui. Il y a la dette intérieure due à des sociétés. Les sociétés sont là et qui réclament leur dette tous les jours. Oui. Tous les jours. Oui. Ils réclament. Moi, je suis avocat. Je suis avocat de certaines sociétés, du BTP, entre autres, qui réclament le paiement de leurs dettes. Oui. Il y a la dette des collectivités publiques, qui n'est pas garantie. Il y a la dette des sociétés publiques, la dette de la Sénélec. Comme je dis, lors de la conférence de presse, il y a deux dettes des sociétés publiques. La dette garantie et la dette non garantie. Alors, oui, si vous mettez la dette non garantie dans la dette de l'État, vous pouvez, parce que c'est une société publique, mais ce serait excessif de mettre ça. Il y a une loi qui détermine ce qui doit y figurer. Vous pouvez même ne pas mettre la dette garantie tant que la Sénélec paye. Mais ne pas mettre la dette de la Sénélec dans la dette de l'État, ce n'est pas un mensonge, ce n'est pas cacher une dette. Parce que la dette de la Sénélec, elle est connue. L'État se dit, pour les besoins de ma comptabilité, pour les astuces même de ma comptabilité, oui. Cette dette-là, je ne la mets pas dans mon budget. Je la laisse dans le budget de la Sénélec. D'autant que la Sénélec est en train de payer. Bon, on peut me dire, non, je ne suis pas d'accord. C'est ça le débat de misreporting avec le FMI. Le FMI dit, oui, vous auriez pu mettre cette dette dans la dette de l'État. Oui. Moi, État, je dis, non, j'aurais pu ne pas le faire. Parce qu'à la limite, je peux me discuter en disant, je peux mettre la dette garantie et ne pas mettre la dette non garantie. Ils disent, non, vous mettez tout. C'est un débat. C'est un débat entre techniciens. C'est un débat de comptabilité publique.
c'est un débat de finances publiques. Mais ça ne veut pas dire qu'il y a un mensonge là-dessus. Oui. Et de gonfler. Le résultat, on est dans une situation difficile. Oui, mais on dit également que l'État ou l'ancien président, disons, de la République, en contractant la dette, a violé certaines dispositions de la loi, notamment l'Assemblée nationale qui n'a pas donné son autorisation pour l'emprunt de ces dettes, ou l'Assemblée nationale qui n'a pas été mis au courant également. Est-ce qu'il n'y a pas également un problème là-dessus, où l'Assemblée qui est censée quand même, disons, censée contrôler l'action du gouvernement n'est pas été mise au courant? Oui, c'est possible. J'attends simplement de voir. Encore que il est toujours possible de contourner. Non, pas de contourner. Ça peut être fait et ensuite de valider a posteriori. Oui. Je veux dire, parfois devant l'urgence, des choses sont faites et ensuite validées plus tard. C'est possible. Mais je veux dire, même si c'est pas tout à fait légal, c'est pas ça. Il y a la légalité et la transparence. C'est pas caché. Admettons que ce fut le cas. Ils ont contracté une dette dans la plus grande illégalité. L'illégalité, c'est l'illégalité. Est-ce qu'il est possible de rattraper ça? Ça a été fait. Et dans quelles conditions ça a été fait? Et pourquoi ça a été fait? Est-ce que ça a été caché? Non, parce que ça a été contracté. Je contracte une dette. On ne m'a pas autorisé à contracter, mais une fois que j'ai contracté, je reviens devant la personne qui doit autoriser. Je dis, je l'ai fait sans autorisation, je veux maintenant, qu'on valide, qu'on rattrape. D'accord, donc il n'y a pas de souci. Je veux dire, les démarches d'État, parfois, sont des démarches complexes. Ça se fait à tous les niveaux et ça se rattrape également assez facilement. Oui. Donc, même ça, discutons-en, mettons ça sur la table, posons-le, mais ne le posons pas. On peut le poser sous l'angle de l'illégalité. Oui. Sous l'angle de l'illégalité de l'action gouvernementale. Et il y a une façon de sanctionner, il y a une façon de rectifier. Réglons d'abord ça du point de vue de la légalité. Après, on règle. Mais nous ne pouvons pas régler ça sous l'angle de la morale. Ça ne se pose pas sous l'angle de la morale. Ça se pose sous l'angle de la légalité, sous l'angle de l'efficacité. Quand il y a ce conflit entre l'efficacité, l'urgence et la légalité, il y a, je veux dire, un arbitrage à faire. Mais même cet arbitrage, a posteriori, la légalité va le rattraper. C'est ça qui est important. Oui. C'est-à-dire que le député soit en mesure de contrôler, de valider ou de sanctionner. Utilisons d'abord les procédures légales pour y arriver. C'est mieux que de pousser, comme je dis, des cris d'orfraie. Ça ne sert à rien comme une petite fille effarouchée, alors qu'en réalité, c'est des méthodes de gouvernement. Ce sont les astuces de la comptabilité publique qui permettent d'aller plus vite et parfois en contournant les règles, mais en revenant dans tous les cas, quoi qu'il arrive, même si on les contourne aujourd'hui, momentanément, on en reviendra aux règles. Oui. Alors, j'ai envie de te demander pourquoi, après 1 an, disons 8 mois, que l'on parle de cette histoire de dette cachée, pourquoi maintenant, pourquoi l'ancien président de la République a décidé de passer à l'offensive pour pouvoir apporter un démenti, entre guillemets, formel par rapport à cette dette cachée? Pourquoi maintenant? Et quelles sont les prochaines étapes? Vous avez écrit à la Cour des comptes, vous avez écrit à l'Inspection générale des finances. Quelles sont les prochaines étapes pour le pôle d'avocats? Vous savez, la démarche du président Macky Sall est une démarche de pédagogie. Le président Macky Sall a fait preuve de retenue. Il a été accusé, j'allais dire presque insulté. On lui a manqué de respect. Il n'a pas réagi en se disant, mais enfin, ceux qui sont au pouvoir, en tout cas certaines franges du pouvoir, en arriveront à un moment où les choses vont se tasser. Mais vous écoutez
aujourd'hui certaines personnalités du pouvoir qui n'ont que l'insulte à la bouche. Et on a l'impression que même quand la serrure des toilettes d'une maison privée ne marche pas, Macky Sall en est responsable. Et on le voue aux gémonies. Il a gardé sa retenue, il a gardé son calme et il s'est dit il est temps quand même de mettre juste un élément de plus pour informer l'opinion. Pour dire, il n'y a pas de dette cachée, c'est faux, il n'y en a pas. Informer l'opinion et pour le moment, il se limite à ça. Informer l'opinion. Non seulement informer l'opinion de ce qu'il n'y a pas de dette cachée, mais informer l'opinion de la mauvaise foi de tout ce qu'ils disent. Parce que l'opinion peut être informée de ce qui se passe. L'opinion peut par elle-même avoir l'information exacte. Et l'information exacte, elle existe, elle est contenue dans un rapport de l'inspection générale d'État, de l'inspection générale des finances. La vérité, l'information exacte est dans un pré-rapport de la Cour des comptes. L'information exacte est dans un rapport de Mazars. Et donc, le président Macky Sall dit, bon, vous m'avez calomnié, comme disait l'autre, calomnié, 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 il en restera toujours. Pour éviter que ce qui en reste soit exagéré, parce qu'on sait qu'il en restera toujours, mais on veut que ce qui en reste soit réduit à sa plus simple expression. Et donc pour ça, il faut informer. Et en plus, c'est une démarche démocratique, c'est une démarche légale, c'est une démarche qui respecte la Constitution. Il appartient au gouvernement de la République du Sénégal de respecter notre Constitution, notre peuple qui a proclamé son attachement à la transparence. Le peuple sénégalais ne peut pas proclamer son attachement à la transparence et à la bonne gouvernance et qu'on ait en face de nous un gouvernement qui est dans l'opacité. Oui. Ce n'est pas possible. Le gouvernement ne peut pas régler les affaires du pays dans l'opacité. Et nous demandons au président de la République, parce que c'est lui qui a prêté le serment de veiller au bon fonctionnement des institutions, au respect de la Constitution. Il a juré de respecter, comme de faire respecter la Constitution. Or, la Constitution proclame l'attachement de notre pays à la transparence et à la bonne gouvernance. Il n'est pas de la transparence ni de la bonne gouvernance de cacher des documents essentiels, de les cacher aux Sénégalais. Que demandez-vous donc au président de la République? Dans le cadre des pouvoirs que la Constitution et que le peuple sénégalais et la Constitution lui confèrent, en exerçant ses pouvoirs, de faire en sorte que l'information exacte soit mise à la disposition des Sénégalais. C'est-à-dire les rapports? Les rapports. Oui. Alors, en parlant de rapports, ça me permet également de parler des relations entre le Sénégal et le FMI. Aujourd'hui, le FMI avait suspendu, disons, sur le programme du Sénégal depuis 1 an, 8 mois. Le FMI est à Dakar depuis quelques jours pour discuter d'un nouveau programme. Aujourd'hui, si vous analysez un petit peu la situation économique du Sénégal, comment vous la voyez? Difficile. D'abord, ce que nous vivons tous les jours. Tous les jours, c'est difficile, c'est très, très, très difficile. Évidemment, quand le FMI, quand il arrête son programme, les conséquences sont tragiques. Parce qu'aucun autre investisseur ne vient, tant que la situation n'est pas clarifiée. Si les investisseurs ne viennent pas, les agences de notation abaissent la note du Sénégal, malgré le fait que nous sommes entrés dans l'ère de la production gazière et pétrolière, la note ça est abaissé. Et plus la note est abaissée, plus notre pays est un pays à risque. Et plus il est un pays à risque, même ceux qui s'y risquent à investir ou à acheter, en tout cas à prendre des eurobonds, en ce moment-là, les taux d'intérêt sont énormes. Donc le coût est très, très, très élevé. Évidemment, dans ces conditions, l'économie chute. Ça chute. Et plus ça chute, plus la ménagère le sent dans son panier. Le travailleur aussi le sent dans son salaire, dans sa poche. Le pouvoir d'achat baisse. C'est ça la situation. Donc la situation des Sénégalais, la situation économique
est assez difficile et cela se sent. Maintenant, c'est vrai, nous prions. J'imagine qu'il n'y a pas un seul Sénégalais qui ne prie pas pour qu'on ait un accord avec les FMI. Oui. Nous tous, nous prions pour que la situation de ce pays se calme et que les investisseurs viennent. Mais il faudrait discuter avec les FMI. Et quelle est notre situation? Nous venons avec un ratio dette PIB très élevé, 130%. C'est énorme. Donc nous sommes particulièrement fragiles. Et nous avons besoin d'un accord avec les FMI. On l'aura. On l'aura nécessairement. Parce qu'il est du rôle du FMI d'avoir des relations avec les pays membres. Nous sommes membres du fonds. Tout à fait. Donc nous avons le droit d'obtenir l'assistance et l'accompagnement du fonds. Mais à des conditions, malheureusement, qui seront difficiles. Oui. Donc, une des premières choses, c'est... Mais on va discuter. Ça peut marcher dans une certaine mesure. C'est la suppression des subventions. Sur l'énergie, ça c'est clair, c'est certain. Sur l'énergie, on enlève les subventions. Bon, le gouvernement annonce la baisse du coût avec d'ici 1 an ou 2 ans avec l'utilisation du gaz. Ça va baisser, mais ça baisse à un moment où il n'y a plus de subventions. Donc, quel est l'impact premièrement, l'arrêt des subventions et la baisse? Quel est son impact sur le pouvoir d'achat? Il y a des études qu'il faut faire. Le gouvernement doit pouvoir dire quel en est l'impact réel sur la situation, à la fois sur la situation économique et sur l'accès à l'électricité et sur le prix. D'accord? Ça, on doit pouvoir avoir cette étude de la part du gouvernement. Mais il reste que d'autres exigences seront faites, à la fois dans la gestion, dans la rigueur de la gestion, et aussi dans la fiscalité, augmentation de la fiscalité. Vous savez, comme je dis, tout le monde constate que les droits, il y a un élargissement de l'assiette fiscale. Oui. 1% par-ci, 1% par-là, 2% par-là, 3% par-là. Mais qui paye qui paye tout ça? C'est le consommateur. C'est le consommateur qui paye. Oui. C'est vous qui payez, c'est moi qui paye. Oui. Donc, on ne peut pas, parce que 1% plus 1%, plus un autre pourcent, peut-être que ça fait 1% et demi, ça fait 2%, ça fait 3%. Oui. Donc, il y a une énorme pression fiscale qui est faite sur les ménages. Vous pensez que ce n'est pas normal? Mais c'est tout à fait normal qu'il y ait une fiscalité. Oui. Mais trop de fiscalité tue la fiscalité. Oui. Il y a un niveau du point de vue de la fiscalité qu'il ne faut pas dépasser, qu'il ne faut même pas atteindre. Si on atteint ce niveau-là, on tue la fiscalité. Est-ce que nous sommes dans ce registre? On n'est pas très loin. Je veux dire, regardez, je l'expliquais à des clients. Prenons le secteur africain de l'économie, que certains appellent le secteur informel. Le secteur africain de l'économie, avec beaucoup d'assistance et puis le développement normal de ce secteur, avait commencé à se moderniser en utilisant des cabinets comptables, à gérer la comptabilité, en faisant tout pour avoir les concours bancaires, donc à entrer dans le système tel qu'il est pour pouvoir le porter et aider à l'élargir et à élargir l'investissement. Ce système, ce secteur est un secteur très frileux. Il est extrêmement frileux. Mais quand on regarde l'économie du pays, ce secteur occupe une place centrale. À force de faire une pression, il va s'informaliser davantage, au lieu de se moderniser. Alors que le but de l'opération, c'est de le moderniser, pas formaliser. Parce que le secteur n'est pas informel. Oui. Le secteur, c'est le secteur africain de l'économie. Oui. D'accord? C'est ce secteur qui correspond à notre culture. C'est notre culture, notre société, notre sociologie qui a sécrété ce secteur, qui correspond à ça. Donc, il faut qu'on en tienne compte, qu'on l'accompagne et qu'il nous permette aussi d'avancer. Mais si nous l'agressons, il se recroqueville sur lui-même et gare
à la fiscalité, à l'excès de fiscalité. Alors, l'Assemblée nationale va, disons, démarrer dans quelques jours le marathon budgétaire où on va voter, disons, la loi de finances initiale. On parle de 7 000 milliards de francs CFA de budget. Mais avant cela, il y a également un dossier qui est sur la table selon le président du groupe parlementaire PASTEF, un dossier Macky Sall. Ils ont une mise en accusation qui avait été introduite par un député membre du groupe parlementaire PASTEF. Vous l'aviez brossé tantôt. Mettre en accusation Macky Sall en ce moment, juridiquement, est-ce que c'est possible? J'allais dire, j'ai presque pas envie de répondre à cette question, oui. Parce que c'est des enfantillages et des gamineries. Vous voyez toute la galaxie périphérique des partis au pouvoir s'exciter, s'égosiller comme des enfants sur une question essentielle. Aujourd'hui, techniquement, comme je ne reviens pas sur ce débat, techniquement, ce n'est même pas la peine de poser le débat. C'est pas possible. C'est pas possible. Tout le monde le sait. Un ancien président de la République. C'est pas possible. C'est pas possible. D'abord, le poursuivre pour haute trahison. Oui, la Constitution dit qu'il n'est responsable que pour haute trahison. C'est quoi la haute trahison? Quel en est le contenu? La haute trahison est-elle une infraction? Si elle est une infraction, quelle est sa définition? Quelle est sa peine? Je parle aux juristes, et exclusivement aux juristes. Le code pénal sénégalais? Je parle aux juristes, et seulement aux juristes. Nullum criminum, nulla poene sine lege. Il n'y a ni crime, ni peine sans loi. Oui. Quel est le crime? Quelle est la peine? Quelle est la loi? Point. Le débat est clos. Il n'y a pas de débat sur cette question. Maintenant que des écervelés qui ne comprennent rien veuillent occuper l'espace politicien en agitant cette question totalement idiote, c'est leur affaire. C'est leur affaire. Ils font preuve de leur ignorance et aussi de leur incapacité à avoir de la retenue. Je ne réponds pas à cela. Maintenant, c'est vrai, les gens parlent, on dit, on va mettre le président Macky Sall en accusation pour haute trahison parce que il a caché, il a menti aux Sénégalais. C'est quoi ça? Si c'est ça, hein, je vous dis tout de suite, fermons le pays, dissolvons le gouvernement, tout le monde va y passer. Tout le monde va y passer. Tout le monde. Parce que les dédits, tout ce qui a été dit, dédit, contredit, redit, recontredit, non, franchement, je ne veux pas entrer dans les enfantillages. Oui. La chose publique sénégalaise est une chose trop sérieuse pour que ce soit des... Je suis désolé, je ne fais pas preuve d'arrogance. Que ce soit des enfants qui donnent le là. D'accord. Voilà. Alors, parlons de politique. Le Front pour la défense de la démocratie, dans la rue le 31 octobre prochain, le Front a quand même trop attendu, j'allais dire, avant de lancer sa première grande mobilisation. Vous faites partie de ce front-là. J'imagine que vous êtes en train de tout mettre en œuvre pour que cette première manifestation puisse avoir quand même écho quelque part. Ah, j'espère. Vous savez, je ne suis pas offusqué ni gêné par le fait que le Front a eu du temps à prendre ses marques. D'abord, vous savez, il y a le président de la République. C'est la rencontre entre une ambition et une espérance. Et il y avait tellement d'espoir et d'espérance placée aux nouvelles autorités que les Sénégalais étaient sourds à tout appel. Et il était difficile de leur parler. Il était impossible d'attirer leur attention sur l'incompétence et l'ignorance de ceux qui sont au pouvoir, tant leur espérance était grande. Comme on dit, ventre qui a faim n'a pas d'oreille. Il n'y avait pas d'oreille pour écouter. Il n'y avait pas Dieu pour voir.
tout était fermé, tel parce qu'ils étaient confiants. Avec le temps, tout s'érode. Oui. On était là, inaudible, ça s'érode, c'est ça la vie politique. La vie politique, c'est la capacité des hommes politiques, à se faire entendre, non seulement à se faire entendre, mais aussi à partager une conviction et à susciter de l'espoir. C'est un travail harassant, c'est un travail qu'on fait au quotidien, c'est un travail inlassable, c'est un travail qui ne s'arrête jamais. Oui. Et le résultat n'est pas toujours ce qu'on espère. Oui. Et donc, chapeau bas pour les hommes politiques. Ils méritent du respect, ils méritent des applaudissements, ils font le travail. Je pense que vous verrez, tout le monde verra qu'ils auront fait du très très bon travail. Oui. Quand je vois un ancien du PDS, j'ai envie de lui demander à quand la réunification de la famille libérale. Le projet avait été mis en œuvre avant même la campagne électorale, si je ne m'abuse. Une conférence de presse a été faite. Jusque-là, rien. Oui, vous savez, ce sont les blessures de guerre. Oui. Oui, ça se cicatrise. Ça se cicatrise parfois difficilement, mais c'est sous les débris et les stigmates de tout ce qui s'est passé qu'on construit. Oui. Le président Wade, déjà, quand il en avait tout à fait la force, avait fait un appel à la réunification de la famille libérale en déterminant plusieurs tactiques possibles et plusieurs démarches possibles, de l'unité d'action à l'unité politique, en passant par l'unité électorale. Je me souviens très bien, à l'époque, il m'avait désigné secrétaire de l'appel. L'appel n'a pas encore été annulé, oui. Et je pense que je suis toujours secrétaire de l'appel. Mais au-delà de ça, pour être plus sérieux, il y a quand même des tentatives qui ont été faites, qui ont donné quelques résultats. Oui. Mais les résultats ont été donnés dans le sillage de la défaite. Oui. Vous savez, dans la défaite, comme j'ai dit tout à l'heure, ventre qui a faim n'a pas d'oreille. Il n'était pas toujours évident de faire le nécessaire. Mais aujourd'hui, on se rend compte de ça. Mais il y a plusieurs paliers, plusieurs étapes. Le premier palier, qui est le plus important, c'est l'unité d'action de toute l'opposition. Oui. Pour arrêter les dérives, pour arrêter cette marche effrénée, cette marche forcée de la dictature. Bon, pas de dictature, au Sénégal il n'y a pas de dictature, il y a de l'autoritarisme. Oui. De l'autoritarisme irréfléchi, inconscient, bon, qui, comme un éléphant dans un magasin de porcelaine, tape sur tout ce qui bouge. L'urgence, c'était d'arrêter ça. Oui. Nous y travaillons. C'est ça qui explique un peu que le travail disons, les démarches pour l'unité de la famille libérale ont pu céder le pas à l'unité d'action de l'opposition d'une manière générale. Nous avons, pour cette affaire-là, les premiers résultats. Nous espérons que pour les temps à venir, on aura l'occasion de s'occuper un peu plus de l'affaire des libéraux. Maître Elhadji Amadou Sall, donc avocat, vice-président du Parti des libéraux et démocrate. On me signale que le temps qui nous est imparti est fini. Merci d'avoir répondu à notre invitation, maître. C'est moi qui vous remercie de m'avoir invité et de procéder à cet échange que je trouve fructueux. Votre émission, le jury du dimanche, prend donc fin. Rendez-vous dimanche prochain avec un autre invité.